La Cité. Premier conte de Demain les chiens de Clifford D. Simak. Traduit de l'américain par Jean Rosenthal. Note sur le premier conte. Il est hors de doute que, des 8 contes que comprend cette légende, le premier est le plus difficile à comprendre pour le lecteur non prévenu. Non seulement il est lourd d'une nomenclature accablante, mais encore sa logique même et les idées qui y sont exprimées semblent au premier abord entièrement étrangères. Peut-être cela tient-il à ce que, dans cette histoire et dans la suivante, ne figure pas un seul chien, et qu'il n'ait même pas fait allusion à l'un d'eux. Dès le tout premier paragraphe de ce conte, le lecteur se trouve en face d'une situation extrêmement étrange où se meuvent des personnages qui ne le sont pas moins. Il faut cependant bien dire qu'une fois ce conte passé, les autres, par comparaison, semblent presque familiers. Le concept de la cité imprègne tout le conte. Bien qu'on ne sache pas exactement ce que pouvait ou ce que devait être une cité, on admet généralement qu'il s'agissait d'une région peu étendue où logeait et vivait un grand nombre d'habitants. Le texte fournit quelques explications superficielles de son existence, mais Bounce, qui a consacré sa vie à l'étude des légendes, est convaincu que ces explications ne sont que les habiles improvisations d'un conteur du temps jadis, désireux d'étayer un concept invraisemblable. La plupart de ceux qui ont étudié les contes conviennent avec Bounce que les raisons données dans celui qui nous occupe ne cadrent pas avec la logique et certains, parmi lesquels Rover, se sont demandé s'il ne fallait pas voir là des traces d'une vieille satire dont la signification se serait perdue. La plupart des autorités en matière d'économie et de sociologie tiennent une organisation comme la cité pour une conception absolument impossible, non seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue sociologique et psychologique. Une créature dotée d'une structure nerveuse suffisamment complexe pour créer une culture serait incapable, selon eux, de survivre à l'intérieur de limites aussi étroites. Selon ces autorités, l'expérience de la cité, si elle était tentée, mènerait à un état de névrose collective qui aurait tôt fait de détruire la culture même qui l'aurait édifiée. Rover est persuadé que dans le premier conte, nous sommes en plein mythe, et qu'il ne faut donc accepter aucune situation, aucune déclaration pour sa valeur nominale, mais que tout le conte est pénétré d'un symbolisme dont nous avons depuis longtemps perdu la clé. Il est cependant assez déconcertant de constater que, s'il ne s'agit que d'un mythe et de rien de plus, il ne contient pas les symboles qui sont précisément la marque ordinaire du mythe. Le lecteur moyen ne trouvera guère là d'éléments susceptibles d'être immédiatement reconnus pour mythiques. Le récit peut être en soi ce qu'il y a de plus extraordinaire, décousu et dépouillé de ces touches de nobles sentiments et d'idéaux élevés qu'on trouve dans le reste de la légende. La langue même est particulièrement déroutante. Des locutions comme « satanigos » ont intrigué les sémanticiens depuis bien des siècles, et le problème n'est pas plus près de sa solution aujourd'hui qu'il ne l'était quand les savants ont commencé à s'intéresser à la légende. En ce qui concerne l'homme, par contre, la terminologie a été bien mise au point. Cette race mythique était désignée sous le nom de race humaine. Les femelles sont des femmes ou des épouses, deux termes qui ont peut-être jadis correspondu à des nuances distinctes, mais que l'on regarde aujourd'hui comme synonymes. Les chiots sont des enfants. Un chiot mâle est un garçon, un chiot femelle, une fille. Outre le concept de cité, 2 autres concepts apparaissent dans le conte, que le lecteur sera incapable de concilier avec son mode de vie et qui heurteront peut-être même sa façon de penser. Ce sont les idées de guerre et de meurtre. Le meurtre est un procédé impliquant généralement la violence, par lequel une créature vivante met un terme à la vie d'une autre créature vivante. La guerre, semble-t-il, était une forme de meurtre collectif pratiqué à une échelle inconcevable. Rover déclare, dans son étude de la légende, être persuadé que les contes sont beaucoup plus anciens qu'on ne le croit d'ordinaire. Il affirme en effet que des concepts comme ceux de guerre ou de meurtre n'ont pas pu venir de notre culture actuelle, mais qu'ils doivent remonter à une ère de sauvagerie dont on ne dispose plus de traces historiques. Tige, qui est presque le seul à croire que ces contes ont un fondement historique et que la race de l'homme a bien existé au premier jour qu'a connu le chien, prétend que ce premier conte relate l'histoire véritable de l'effondrement de la culture de l'homme. Il pense que le conte tel que nous le connaissons aujourd'hui
n'est peut-être que le pâle reflet d'un conte plus vaste, une gigantesque épopée qui autrefois a pu être aussi importante que l'ensemble du cycle légendaire que nous connaissons aujourd'hui. Il ne semble guère possible, écrit-il, qu'un événement aussi considérable que la chute d'une puissante civilisation mécanique ait pu être condensé par les narrateurs de l'époque sous une forme aussi ramassée que le cadre de ce premier conte. Nous n'avons là, estime-t-il, que l'un des nombreux contes qui narraient toute l'histoire, et peut-être celui qui nous est parvenu n'est-il qu'un conte mineur. La cité. Grand-père Stevens, assis dans un fauteuil de jardin, regardait travailler la tondeuse, tout en laissant la douce tiédeur du soleil pénétrer jusque dans ses os. La tondeuse parvint au bord de la pelouse, eut un petit gloussement de poule satisfaite, prit un virage impeccable, et repartit tondre une nouvelle bande de gazon. Le sac où s'amassaient les brins coupés se gonflait. Soudain, la tondeuse s'arrêta avec un cliquetis excité. Un panneau s'ouvrit sur son flanc, et un bras en forme de grue en émergea. Des doigts d'acier raclèrent l'herbe, remontèrent en brandissant triomphalement une pierre qu'ils abandonnèrent dans un petit réceptacle, puis disparurent à nouveau dans le panneau. La tondeuse à gazon reprit son vrombissement et continua son travail. Grand-père poussa un petit grognement de méfiance. « Un de ces jours, se dit-il, ce satané truc va manquer un brin d'herbe et faire une dépression nerveuse. » Il se renversa dans son fauteuil et contempla le ciel inondé de soleil. Très loin, au-dessus de lui, un hélicoptère passait sans bruit. Quelque part dans la maison, on alluma une radio et un abominable fracas musical déferla dans le jardin. En l'entendant, grand-père frissonna et se recroquevilla davantage encore dans son fauteuil. Le jeune Charlie allait se payer une séance de danse de Saint-Guy. Satané gosse! La tondeuse passa en gloussant et grand-père lui jeta un regard rusé. « Automatique, dit-il au ciel. Tout est automatique maintenant. On n'a plus qu'à prendre une machine dans un coin et qu'à lui souffler quelques mots à l'oreille pour qu'elle se précipite au travail. » La voix de sa fille lui parvint par la fenêtre, très aiguë pour dominer la musique. « Père !» Grand-père se sentit tout de suite gêné. « Oui, Betty. »« Voyons, père, il faut bouger quand la tondeuse vient vers toi. N'essaie pas d'être plus entêté qu'elle. Ce n'est qu'une machine, après tout. La dernière fois, tu n'as pas bougé d'un cran et tu l'as laissé tondre la pelouse tout autour de toi. » Sans répondre, il se contenta de hocher légèrement la tête, espérant que sa fille le croirait endormi et qu'elle le laisserait tranquille. « Père !» cria-t-elle d'une voix perçante. « Tu m'as entendu ?» Il n'y avait rien à faire. « Bien sûr, je t'ai entendu, » lui dit-il. « J'allais justement bouger. » Il se leva lentement en s'appuyant de tout son poids sur sa canne. Peut-être regretterait-elle la façon dont elle le traitait quand elle verrait comme il devenait faible et vieux. Mais il faudrait faire attention. Si elle se rendait compte qu'il n'avait absolument pas besoin de la canne, elle chercherait quel travail elle pourrait lui faire faire, et d'un autre côté, s'il s'appuyait trop fort dessus, elle ferait venir cet imbécile de docteur qui l'empoisonnerait encore. Tout en marmonnant, il emporta son fauteuil à un endroit de la pelouse qui avait déjà été tondu. La tondeuse passa devant lui en lui lançant un gloussement démoniaque. « Un de ces jours, » lui dit grand-père, « je vais t'allonger une taloche qui te fera sauter quelques rouages. » La tondeuse donna un coup de klaxon dans sa direction et poursuivit sa route d'un air serein. De la rue envahie par l'herbe arrivèrent un bruit de ferraille et un tout sautement quinteux. Grand-père, qui allait s'asseoir, se redressa et tendit l'oreille. Le bruit se précisa. On entendait maintenant les pétarades grondantes d'un moteur, le cliquetis de pièces de métal qui brinque-ballaient. « Une automobile !» cria grand-père. « Sac à papier ! Une automobile !» Il allait s'élancer en courant vers la grille quand il se souvint brusquement qu'il était faible et se limita à un boitillement rapide. « Ce doit être ce timbré d'Old Johnson, » se dit-il. « C'est le seul qui ait encore une voiture. Bien trop entêté pour y renoncer. » C'était bien Hall. Grand-père arriva à la grille juste à temps pour voir la vieille machine rouillée et branlante tourner le coin et s'engager en cahotant dans la rue qu'on n'utilisait plus jamais. La vapeur jaillissait en sifflant du radiateur surchauffé, et un nuage de fumée bleue sortait du tuyau d'échappement qui avait perdu son silencieux depuis 5 ans au moins. Hall était installé derrière le volant, l'œil aux aguets, essayant d'éviter les trous les plus mauvais, ce qui était une tâche bien difficile, car les racines et les mauvaises herbes avaient envahi les rues, et on voyait mal ce qu'elles dissimulaient. Grand-père brandit sa canne. « Salut, Hall !» cria-t-il. Hall s'arrêta en serrant le frein à main.
La voiture eut un hoquet, frémit, fut secouée d'une quinte, et le moteur se tut avec un horrible soupir. « Qu'est-ce que vous brûlez ?» demanda grand-père. « Un peu de tout, » dit Hall. « Du pétrole, un peu de vieux gasoil de tracteur que j'ai trouvé au fond d'un baril, et de l'alcool à friction. » Grand-père considéra la machine avec une admiration non dissimulée. « Ah, c'était le bon temps, » dit-il. « J'en ai eu une, moi aussi, qui faisait du 160 km à l'heure. »« Oh, elle marcherait encore bien, celle-là, » dit Hall. « si seulement on pouvait trouver du carburant et des pièces détachées pour la retaper. Il y a seulement 3 ou 4 ans, j'arrivais encore à trouver assez d'essence, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas vu une goutte. Je crois qu'on n'en fabrique plus. Plus besoin d'essence, qu'ils me disent, puisqu'on a l'énergie atomique. »« Bien sûr, » dit grand-père. « c'est peut-être vrai, mais l'énergie atomique, ça ne sent rien. C'est rudement bon, l'odeur de l'essence brûlée. Avec tous ces hélicoptères et autres engins, ils ont ôté tout romanesque au voyage, je trouve. » Il lorgna vers les fûts et les paniers entassés sur la banquette arrière. « Des légumes ?» demanda-t-il. « Ouais, Fit Hall. Du maïs, des pommes de terre nouvelles et quelques cajots de tomates. Je me suis dit que je pourrais peut-être les vendre. » L'autre secoua la tête. « Sûrement pas, Hall. Les gens ne les achèteront pas. Ils sont persuadés que les produits hydroponiques sont les seuls végétaux comestibles. Ils disent que c'est plus sain et plus parfumé. Oh, je ne donnerai pas un coup de tout ce qui pousse dans leurs espèces de réservoirs, » déclara Hall d'un ton agressif. « Moi, je trouve que ça a un drôle de goût. Comme je dis à Martha, les légumes, il faut que ça pousse en pleine terre pour ressembler à quelque chose. » Il se baissa pour remettre le contact. « Je ne sais pas si ça vaut la peine de porter ça en ville, » dit-il. étant donné la façon dont ils entretiennent les routes, ou plutôt dont ils ne les entretiennent pas. Il y a 20 ans, la grande route nationale était un ruban bien cimenté, et ils en refaisaient des morceaux de temps en temps. Ils ne savaient pas quoi inventer, ils dépensaient des fortunes pour son entretien. Et maintenant, c'est comme s'ils en avaient oublié l'existence. Le ciment est tout cassé, par endroits il n'y en a même plus. Il y pousse des ronces. Ce matin, il a fallu que je descende de voiture pour scier un arbre qui était tombé en travers de la route. Eh ouais, c'est comme ça, acquiesça grand-père. Dans un fracas d'explosion, la voiture reprit vie, toussant et haletant. Un nuage d'épaisse fumée bleue jaillit entre les roues. Avec une brusque secousse, toute la mécanique se mit en mouvement et descendit la rue en cahotant. Grand-père revint en boitillant vers son fauteuil qu'il trouva trempé. La tondeuse automatique ayant achevé sa tâche avait déroulé le tuyau d'arrosage et inondé la pelouse. L'injure aux lèvres, le vieux alla s'asseoir sur le banc installé dans la véranda derrière la maison. Ce n'était pas qu'il aimât cet endroit, mais là, du moins, il était à l'abri de cette saleté de machine. D'abord, la vue qu'on avait du banc était quelque peu déprimante. Seul s'offraient au regard rue après rue des maisons abandonnées, des cours envahies d'herbes folles. Sa nouvelle place avait pourtant un avantage. Du banc, il pouvait prétendre être légèrement sourd et ne pas entendre la musique de sauvage que déversait à grand bruit la radio. Une voix l'appela du jardin. « Bill! Bill, où es-tu » Grand-père se retourna. « Je suis ici, Marc, derrière la maison, là où cette satanée tondeuse ne peut pas me voir. » Mark Bailey déboucha d'un pas lourd au coin de la maison, sa cigarette menaçant d'embraser ses favoris broussailleux. « Un peu en avance pour notre partie, non ?» fit grand-père. « Ah, je ne peux pas jouer aujourd'hui, dit Marc. » Il vint s'asseoir auprès du vieux sur le banc. « Nous partons, dit-il. » Grand-père pivota d'un seul coup. « Vous partez ?» ?»« Eh oui, on s'en va à la campagne. Lucinda a fini par décider Herbert. Je crois qu'il ne lui laissait pas un instant de répit. Elle lui ressassait que tout le monde allait s'installer dans de belles propriétés à la campagne et qu'elle ne voyait pas pourquoi nous ne pourrions pas en faire autant. » Grand-père demanda, la gorge serrée. « Et où allez-vous ?»« Ah, je ne sais pas exactement, dit Marc. Un endroit où je ne suis jamais allé, c'est quelque part dans le nord, du côté des lacs. 10 arpents de terrain. Lucinda en voulait 100, mais Herbert a mis le holà en disant que 10, c'était bien assez. Après tout, on se contentait bien d'un lotissement de banlieue autrefois. »« Betty tonne bien Johnny aussi, dit grand-père. Mais il tient bon. Il dit que c'est tout simplement impossible, que ça ferait mauvais effet si lui, le secrétaire de la chambre de commerce, il quittait la ville. »« Ah, les gens sont fous, dit Marc. Fous alliés. »« C'est bien vrai, dit grand-père. Un pays de fous, voilà ce que c'est. Regarde-moi ça. » De la main, il désignait les files de maisons abandonnées. « Je me souviens encore du temps où tout ça était un tas de jolies maisons. Et il n'y avait que de bons voisins avec ça. Les femmes couraient d'une porte à l'autre pour échanger des recettes. Et pendant ce temps-là, les hommes passaient la tondeuse sur les pelouses. Et quand ils avaient fini, ils les rangeaient dans un coin et tout le monde s'attablait. Des gens bien sympathiques, Marc. Mais regarde-moi ça maintenant.
Marc se tortilla d'un air gêné. « Faut que je rentre, Bill. Je me suis juste esquivé entre deux valises à fermer pour te dire qu'on déménageait. Lucinda serait furieuse si elle savait que je suis parti. » Grand-père se leva avec effort et tendit la main. « Je te reverrai. Tu viendras faire une partie d'adieu ?» Marc secoua la tête. « Je ne crois pas, Bill. » Ils se serrèrent la main, gauchement, d'un air gêné. « Ah, ça va me manquer les parties, tu sais, » dit Marc. « Moi aussi, » dit grand-père. « Quand tu seras parti, je n'aurai plus personne. »« Allez, au revoir, Bill, » dit Marc. « Au revoir, » dit grand-père. Il resta debout, regardant son ami s'éloigner en traînant la jambe. Et il sentit la main froide de la solitude s'abattre sur lui et le toucher de ses doigts de glace. Une terrible solitude, la solitude de l'âge, la solitude du vieillard qui se sent suranné. Grand-père en convenait. Il était démodé, il appartenait à une autre époque. Il avait outrepassé son temps, il avait vécu trop longtemps. Les yeux embués de larmes, il chercha sa canne appuyée sur le banc et se dirigea lentement vers la grille qui ouvrait sur la rue déserte derrière la maison. Les années avaient passé trop vite. Des années qui avaient apporté l'avion familial, puis l'hélicoptère, laissant l'automobile rouillée dans un coin, et les routes inutiles se désagrégées faute d'entretien. Des années qui avaient virtuellement supprimé la culture de la terre avec le développement des hydroponiques. Des années qui avaient mis la terre à vil prix, maintenant que la ferme avait disparu en tant qu'unité économique, qui avait éparpillé les habitants des cités dans la campagne, où pour un prix inférieur à celui d'un lotissement urbain, chacun pouvait devenir propriétaire de vastes arpents de terre. Des années qui avaient bouleversé l'architecture au point que les gens quittaient tout simplement leurs vieilles maisons pour aller s'installer dans des maisons neuves qu'on pouvait acheter toutes faites pour la moitié de ce que coûtait une construction avant la guerre et modifier à peu de frais si l'on en éprouvait le besoin ou l'envie. Grand-père eut un reniflement de mépris. Des maisons qu'on pourrait changer tous les ans, comme on change le mobilier de place. Est-ce que c'était une façon de vivre ? Il descendit à pas lents le sentier poussiéreux qui était tout ce qui restait d'une rue jadis fréquentée d'un quartier résidentiel. « Une rue de fantômes » se dit le vieil homme. De petits fantômes furtifs qui chuchotaient dans la nuit. Des fantômes d'enfants qui jouaient, des fantômes de tricycles qui se renversaient, et de maîtresses de maison qui cancanaient, des fantômes de cris de bienvenue, des fantômes de cheminées où un bon feu flambait en hiver. Des petits nuages de poussière s'élevaient autour de ses pieds et venaient blanchir les revers de son pantalon. Là, c'était la maison du vieil Adams. Adams en était rudement fier en son temps. Une façade toute en pierre de taille grise avec des fenêtres à vitraux. Maintenant, la mousse avait verdi la pierre et les carreaux brisés donnaient à la maison un regard affreux. Les mauvaises herbes avaient étouffé la pelouse et envahi la véranda. Un orme poussait ses branches contre le pignon. Grand-père se rappelait encore le jour où le vieil Adams l'avait planté, cet orme. Et il s'arrêta un moment au milieu de la rue, envahi d'herbes folles, les pieds dans la poussière, les mains crispées sur la crosse de sa canne, les yeux clos. À travers la brume des années, il entendait les cris des enfants, l'aboiement du roquet de Conrad, et il voyait Adams, torse nu, maniant la pelle pour creuser le trou. L'orme, les racines enveloppées dans des chiffons, était allongé sur la pelouse. Mai 1946, 44 ans déjà. Adams et lui venaient juste de rentrer tous les deux de la guerre. Un pas résonna, assourdi dans la poussière, et grand-père sursauta, ouvrant brusquement les yeux. Un jeune homme se tenait devant lui, 30 ans peut-être, ou un tout petit peu moins. « Bonjour, » dit grand-père. « J'espère, » dit le jeune homme, « que je ne vous ai pas fait peur. »« Vous m'avez vu planter là ?» demanda grand-père. Les yeux fermés comme un idiot. Le jeune homme acquiesça. « Ah, je pensais au passé, » dit grand-père. « Vous habitez par ici ?»« En bas de cette rue. Je suis le dernier habitant du quartier. »« Ah, vous allez peut-être pouvoir m'aider alors. »« Dites toujours. »« Eh bien, voilà, » bordouilla le jeune homme. « Je suis en train de faire... une sorte de pèlerinage sentimental, si vous voulez. »« Je comprends, » dit le vieux. « C'est ce que je fais aussi. »« Je m'appelle Adams, » dit le jeune homme. « Mon grand-père habitait quelque part par ici. Est-ce que par hasard... »« Il habitait juste là, » dit grand-père. Tous deux contemplèrent la maison en silence. « Autrefois, c'était une belle maison, » lui dit le vieux. « Votre grand-père a planté cet arbre juste en revenant de la guerre. J'ai fait toute la guerre avec lui et nous sommes rentrés ensemble. Ça a été un beau jour. »
Ah, quel dommage, dit le jeune Adams. Quel dommage. Mais grand-père ne semblait pas l'avoir entendu. Qu'est-il devenu ? Demanda-t-il. Je l'ai perdu de vue. Il est mort, dit le jeune Adams. Cela fait déjà pas mal d'années. Il était dans une histoire d'énergie atomique, dit grand-père. C'est exact, dit Adams fièrement. Il s'est lancé là-dedans dès qu'on a commencé les applications industrielles, tout de suite après l'accord de Moscou. Ah, quand ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus faire de guerre, dit grand-père. C'est cela, hein, dit Adams. Ça n'est pas commode de faire une guerre, dit grand-père. quand vous n'avez rien à bombarder. Vous voulez parler des cités, dit Adams. Bien sûr, dit le vieux. Et c'est drôle, hein. Vous pouviez brandir toutes les bombes atomiques que vous vouliez, ça ne faisait pas partir les gens. Mais voilà qu'on leur a donné de la terre bon marché et des avions pour chaque famille, et ils se sont tous éparpillés comme autant de lapins. John G. Webster gravissait les larges degrés de la mairie quand l'épouvantail ambulant, qui avait un fusil sous le bras, l'arrêta. « Comment va, monsieur Webster » dit l'épouvantail. Webster le toisa un instant, puis reconnut son interlocuteur. « Tiens, c'est Lévi, dit-il. Comment ça va, Lévi ?» Lévi Lewis eut un sourire qui découvrit ses chicots. « Pas trop mal. Les jardins vont bien, et les jeunes lapins ne vont pas tarder à être bons à manger. »« Vous n'êtes pas compromis dans cette histoire de maison ?» demanda Webster. « Non, monsieur, déclara Lévi. Nous autres squatteurs, on ne fait rien de mal. On respecte la loi. On a de la religion, nous autres. La seule raison qui fait qu'on est là, c'est qu'on n'a pas d'autre endroit pour vivre. Et si on habite dans des endroits que les autres gens ont laissés, ça ne fait de mal à personne. C'est la police qui veut nous mettre sur le dos tous les cambriolages et toutes les histoires qui arrivent, parce qu'elle sait bien qu'on ne peut pas se protéger. On est les boucs émissaires. »« Je suis heureux de vous l'entendre dire, dit Webster. Le chef veut brûler les maisons. »« S'il essaie, dit Lévi, il va rencontrer une opposition à laquelle il ne s'attend pas. Ils nous ont chassés de nos fermes avec leurs histoires de culture dans des réservoirs, mais ils ne vont pas nous chasser encore une fois. » Il cracha sur les marches. « Vous n'auriez pas un peu de monnaie sur vous ?» demanda-t-il. « Je suis à court de cartouches et avec tous ces lapins. » Webster tira de la poche de son veston une pièce d'1 demi-dollar. Lévi grimaça un sourire. « Ah, c'est bien aimable à vous, monsieur Webster. À l'automne, je vous apporterai un plat d'écureuil. » Le squatteur porta 2 doigts à son chapeau et descendit les marches, le canon de son fusil étincelant au soleil. Webster repartit vers les bureaux. Le conseil municipal était déjà en pleine séance quand il entra dans la salle de réunion. Jim Maxwell, le chef de la police, était debout auprès de la table et le maire, Paul Carter, était en train de parler. « Ne croyez-vous pas que vous agissez un peu précipitamment, Jim, en demandant qu'on prenne de telles mesures à l'égard des maisons ?»« Absolument pas, déclara le policier. À l'exception d'une douzaine d'entre elles, aucune de ces maisons n'est occupée par son propriétaire légal, ou plutôt par son propriétaire original. En raison de l'accumulation des impôts en retard, elles sont maintenant toutes propriétés de la ville. Et elles ne sont d'ailleurs qu'une menace et qu'un spectacle disgracieux. Elles n'ont aucune valeur, pas même à la casse. Le bois, nous ne l'utilisons plus. Les matières plastiques sont bien supérieures. La pierre, nous employons l'acier à la place. Pas une seule de ces maisons n'a la moindre valeur marchande. De plus, elles sont devenues le repère des éléments criminels et indésirables. Envahis comme ils sont de végétation, les quartiers résidentiels constituent une cachette parfaite pour tous les criminels. Qu'un homme commette un crime, il fonce aussitôt vers les maisons. Une fois là-bas, il est en sûreté, car je pourrais bien y envoyer 1000 hommes, il se jouerait d'eux. Ces maisons ne valent pas la peine qu'on les abatte, et pourtant elles représentent sinon une menace, du moins un fléau. Il nous faut nous en débarrasser, et le moyen le plus rapide, le plus économique, c'est le feu. Nous prendrons toutes les précautions nécessaires. « Et avez-vous envisagé la question sous l'angle légal ?» demanda le maire. « J'ai vérifié. Un particulier a le droit de détruire ses biens comme il l'entend, sous réserve qu'il ne cause pas de dommages aux biens d'autrui. Je pense que la même loi s'applique à une municipalité. » Le conseiller Thomas Griffin se leva d'un bond. « Vous allez aliéner les biens d'un tas de gens, déclara-t-il. Vous allez brûler toute une collection de vieilles demeures familiales. Il y a des gens qui ont encore des liens d'attachement sentimental. »« Si les gens tenaient à leur baraque, aboya le chef de la police. Pourquoi n'ont-ils pas payé les impôts et ne les ont-ils pas entretenus? Pourquoi ont-ils tous fichu le camp à la campagne en plantant là leur maison? Demandez donc à Webster. Il vous dira quel succès il a rencontré quand il a essayé d'intéresser les gens à leurs demeures ancestrales. « Vous parlez de cette comédie de la semaine de la vieille maison, dit Griffin. Cela a échoué. Il fallait s'y attendre. Webster en a mis une telle tartine que les gens n'ont pas pu l'avaler. C'est ce que donne généralement l'esprit chambre de commerce. » Le conseiller Forrest King intervint brutalement. « Je ne vois pas ce que vous pouvez reprocher à la chambre de commerce. Ce n'est pas une raison parce que vous n'avez pas réussi dans vos affaires pour que... » Griffin ne releva même pas.
C'est fini cette époque-là, messieurs. C'est fini à jamais. Le blablabla est quelque chose de mort et d'enterré. Voilà longtemps qu'est passé le temps où on organisait une journée du blé et du dollar, ou bien on en inventait je ne sais quelle festivité à la noix qui attirait des foules innombrables. On dirait que vous êtes les seuls à l'ignorer. Ces coups-là réussissaient tant qu'on pouvait tabler sur la psychologie des masses et la loyauté civique. Mais il ne peut pas y avoir de loyauté civique dans une cité qui tombe en poussière. Et vous ne pouvez pas miser sur la psychologie des masses quand il n'y a plus de masse, quand chaque homme, ou presque, peut jouir d'une solitude de 40 arpents. « Messieurs, fit le maire, messieurs, nous nous égarons. » King ébranla la table d'un coup de poing. « Pas du tout. Réglons ce point une bonne fois. Webster est ici. Peut-être voudra-t-il bien nous dire ce qu'il pense de cette question. » Webster se tortilla dans son fauteuil d'un air gêné. « Je crois, annonça-t-il, que je n'ai rien à dire. »« Alors n'en parlons plus, lança Griffin en se rasseyant. Mais King était toujours debout, le visage cramoisi, la bouche tremblante de colère. « Webster !» cria-t-il. Webster secoua la tête. « Vous êtes venu ici avec encore une de vos grandes idées, cria King. Vous aviez l'intention de l'exposer devant le conseil. Allons, mon cher, parlez donc !» Webster se leva, les lèvres crispées. « Peut-être avez-vous l'esprit trop obtus, dit-il à King, pour comprendre pourquoi votre attitude me déplaît. » King demeura bouche bée, puis explosa. « Trop obtus? C'est vous qui me dites ça? Nous avons travaillé ensemble, et je vous ai aidé. Vous ne m'avez jamais dit ça auparavant. Vous... » « Je ne vous ai jamais traité comme cela auparavant, en effet, dit Webster sans se démonter. Je tenais à garder ma situation. »« Eh bien, vous pouvez lui dire au revoir à votre situation, gronda King. Désormais, vous êtes chômeur. »« Taisez-vous, dit Webster. King le considéra ahuri, comme si l'autre venait de le gifler. « Et asseyez-vous, dit Webster, d'une voix qui traversait le silence de la salle comme un coup de couteau. Les genoux de King fléchirent sous lui, et il s'assit brusquement. Il régnait dans la salle un silence crépitant d'électricité. « J'ai quelque chose à dire, déclara Webster. Quelque chose qui aurait dû être dit depuis longtemps. Quelque chose que vous devriez tous entendre. Ce qui m'étonne, c'est que ce doive être moi qui vous le dise. Et pourtant, comme j'ai servi 15 ans durant les intérêts de la ville, peut-être est-il logique que je vous apprenne la vérité. Le conseiller Griffin a dit que la cité tombait en poussière, et c'est là une déclaration fort exacte. Je lui ferai seulement le reproche d'être au-dessous de la vérité. La cité, cette cité comme tous les autres, est déjà morte. La cité est un anachronisme. Elle ne sert plus à rien maintenant. Les hydroponiques et l'hélicoptère ont sonné son glas. La cité a d'abord été un emplacement tribal, l'endroit où les membres de la tribu se rassemblaient pour se protéger les uns les autres. Plus tard, on a élevé un mur autour de cet emplacement pour assurer une meilleure protection. Puis le mur a fini par disparaître, mais la cité a continué à vivre en raison des commodités qu'elle offrait au commerce et aux échanges. Elle s'est perpétuée jusqu'à l'époque moderne parce que les gens étaient obligés de vivre à proximité de leur travail et que leur travail était dans la cité. Mais tout cela n'est plus vrai aujourd'hui. Grâce à l'avion familial, 150 km représentent aujourd'hui une distance plus petite que 5 km en 1930. Les gens peuvent très bien faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller travailler et rentrer chez eux une fois la journée de travail finie. Ils n'ont plus besoin de vivre entassés dans une cité. Cet état de choses a pris naissance avec l'automobile et l'avion familial n'a fait que l'affirmer. Dès le début de ce siècle, on a commencé à constater une tendance des citadins à s'éloigner de la cité avec ses impôts et son atmosphère étouffante, et à émigrer vers la banlieue et les propriétés à la campagne. Le manque de transport adéquat, le manque de moyens retenaient beaucoup de gens dans la cité. Mais aujourd'hui, que la culture en réservoir a détruit la valeur de la terre, chacun peut acheter un vaste domaine à la campagne pour un prix inférieur à ce que lui aurait coûté un lotissement urbain voilà 40 ans. Et avec les avions fonctionnant à l'énergie atomique, le problème des transports n'existe plus. Il se tut et personne ne rompit le silence. Le maire avait l'air profondément choqué. Les lèvres de King s'agitaient mais sans émettre aucun son. Griffin souriait. « Que nous reste-t-il donc ?» demanda Webster. « Je vais vous le dire. Il nous reste rue après rue, bloc après bloc, des maisons abandonnées, des maisons que les gens ont quittées pour aller s'installer ailleurs. Pourquoi seraient-ils restés ? Que pouvait leur offrir la cité ? Rien de ce qu'elle offrait aux générations qui les ont précédées, car le progrès a fait disparaître tous les avantages de la cité. Évidemment, ils ont perdu quelque chose, ils ont perdu un peu d'argent en abandonnant leur maison. Mais le fait de pouvoir acheter une propriété 2 fois aussi belle pour moitié moins cher, le fait de pouvoir vivre comme ils l'entendaient, de pouvoir constituer de véritables domaines familiaux suivant la meilleure tradition que leur ont inculqué les riches de la génération précédente, tout cela a pesé plus lourd dans la balance que le regret de quitter leur foyer. Et que nous reste-t-il ? Quelques blocs d'immeubles commerciaux,
quelques arpents d'usine, un gouvernement municipal conçu pour s'occuper d'1 million d'habitants alors que ce million n'est plus là, un budget qui a fait monter si haut les impôts que même les maisons de commerce finiront par s'en aller aussi pour y échapper. L'accumulation des impôts non payés nous a laissé les bras chargés de propriétés sans valeur. Voilà ce qui nous reste. Si vous croyez qu'une chambre de commerce, que des discours creux, que des plans à courte vue nous vous apporteront la solution, c'est de la folie. La réponse à tous les problèmes qui vous occupent existe, et elle est simple. La cité, en tant qu'institution humaine, est morte. Elle continuera peut-être à se débattre encore quelques années, mais c'est tout. « Monsieur Webster, dit le maire. » Mais Webster ne lui accorda aucune attention. « Sans ce qui s'est passé aujourd'hui, continua-t-il, je serais resté et j'aurais continué à jouer à la maison de poupées avec vous. J'aurais continué à prétendre que la cité était un organisme vivant, j'aurais continué à me leurrer et à vous leurrer aussi. Mais il existe, messieurs, quelque chose qui s'appelle la dignité humaine. » Le silence glacial qui suivit ne fut rompu que par des bruits de froissement de papier ou par la toux d'un auditeur embarrassé. Mais Webster n'en avait pas fini. « La cité a échoué, dit-il. Et c'est aussi bien ainsi. Au lieu de rester assis à pleurer sur son corps brisé, vous devriez vous lever et vous répandre en action de grâce sur cet échec. Car si cette cité n'avait pas perdu toute utilité, comme les autres, si les cités du monde n'avaient pas été abandonnées, elles auraient été détruites. Il y aurait eu une guerre, messieurs, une guerre atomique. Avez-vous oublié les années 1950 et 1960 ? Avez-vous oublié ces nuits où vous vous réveilliez en attendant que tombe la bombe, tout en sachant que vous ne l'entendriez pas venir, et que si elle venait vraiment, vous n'auriez pas de nouvelle occasion de l'entendre ? Mais les cités ont été abandonnées, l'industrie s'est dispersée, et il n'y avait plus d'objectif. Il n'y a donc pas eu de guerre. Certains d'entre vous, messieurs, dit-il, beaucoup d'entre vous, sont vivants aujourd'hui parce que la cité a été abandonnée par ses habitants. Alors, pour l'amour du ciel, laissez-la morte. Félicitez-vous qu'elle soit morte, c'est l'événement le plus heureux de toute l'histoire humaine. » Sur quoi, John G. Webster tourna les talons et quitta la salle. Parvenu sur les larges degrés de l'escalier, il s'arrêta et ses yeux fixèrent le ciel sans nuages et les pigeons qui tournoyaient autour des tourelles et des flèches de la mairie. Il s'ébroua mentalement comme un chien qui sort de l'eau. Il avait été idiot, naturellement. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à chercher une situation, et cela demanderait peut-être du temps. Il commençait à se faire un peu vieux pour la chasse aux emplois. Mais malgré ses sombres pensées, une petite chanson monta toute seule à ses lèvres. Il s'éloigna d'un pas léger, les lèvres froncées, et sifflotant doucement. Plus d'hypocrisie. Fini les nuits d'insomnie où il se demandait quoi faire, alors qu'il savait que la cité était morte, que le travail qu'il accomplissait était inutile, alors qu'il se sentait honteux de toucher un salaire qu'il était conscient de ne pas mériter. Fini l'étrange et lancinant malaise du travailleur qui sait qu'il fait œuvre improductive. Il se dirigea vers le parc de stationnement pour reprendre son hélicoptère. Maintenant, se dit-il, ils allaient peut-être pouvoir s'installer à la campagne, comme Betty le désirait. Peut-être allait-il pouvoir passer ses soirées à fouler une terre qui lui appartiendrait, une propriété avec un ruisseau. Il fallait absolument qu'il y eût un ruisseau où il pourrait mettre des truites. Il se dit qu'il lui faudrait penser à monter au grenier pour vérifier son équipement de vol. Martha Johnson attendait à l'entrée de la basse-cour quand le vieux Taco descendit l'allée en tout sautant. Hall en sortit péniblement, le visage tiré par la fatigue. « Tu n'as rien vendu ?» demanda Martha. Hall secoua la tête. « Rien. Ils ne veulent pas acheter de produits de ferme. Ils m'ont ri au nez. On m'a montré des épis de maïs 2 fois aussi gros que les miens, tout aussi doux et 2 fois plus fournis, et des melons qui n'avaient presque pas de pépins, et meilleur goût aussi, à ce qu'ils disaient. » Il donna un coup de pied dans une motte de terre qui s'émietta en poussière. « Pas la peine de tourner autour du pot, » déclara-t-il. « La culture en réservoir, ça nous a ruinés, un point c'est tout. » « On ferait peut-être mieux de se décider à vendre la ferme, » proposa Martha. Hall ne répondit pas. « Tu pourrais trouver du travail dans une exploitation de réservoir, » dit-elle. « C'est ce qu'a fait Harry, ça lui plaît bien. » Hall secoua la tête. « Ou peut-être une place de jardinier, » dit Martha. « Tu ferais un jardinier épatant. Les gens huppés qui sont allés s'installer dans de grandes propriétés aiment bien avoir des jardiniers pour s'occuper des fleurs et des jardins. Ça fait plus chic que d'employer des machines. » Hall, encore une fois, secoua la tête. « Je pourrais pas me faire à m'occuper de fleurs, » déclara-t-il. « Pas après avoir fait du maïs pendant plus de 20 ans. » « Peut-être, dit Martha, qu'on pourrait avoir un de ces petits avions, et l'eau courante à la maison, et une baignoire au lieu de prendre nos bains dans le vieux tub près de la cuisinière. »
Je ne saurais pas conduire un avion, fit Hall. Bien sûr que si, tu saurais, dit Martha. C'est facile comme tout, il paraît. Regarde les petits Anderson, ils sont hauts comme 3 pommes et ils pilotent. Il y en a bien un qui, à force de faire l'idiot, a fini un jour par tomber, mais... Faut que j'y réfléchisse, dit Hall, désespéré. Faut que j'y réfléchisse. Il tourna les talons, enjamba une haie et s'enfonça dans les champs. Martha, debout près de la voiture, le regarda s'en aller. Une larme furtive roula sur sa joue poussiéreuse. « Monsieur Taylor vous attend, » dit la secrétaire. « Je ne suis jamais venu, » bredouilla John G. Webster. « Il ne savait pas que je venais. »« Monsieur Taylor vous attend, » insista la jeune fille. Du menton, elle désigna la porte sur laquelle on lisait « Service de réadaptation ». « Mais je suis venu ici pour demander du travail, » protesta Webster. « Pas pour me faire adapter, ni rien de ce genre. C'est bien le service de placement du comité mondial, n'est-ce pas ?»« C'est exact, » répondit la secrétaire. « Vous ne voulez pas voir Monsieur Taylor ?»« Puisque vous insistez, » dit Webster. La jeune fille pressa un bouton et dit dans un interphone « Monsieur Webster est là, monsieur. »« Faites-le entrer, » dit une voix. Son chapeau à la main, Webster franchit une porte. L'homme assis derrière le bureau avait un visage jeune sous des cheveux blancs. Il lui désigna un fauteuil. « Vous avez essayé de trouver du travail, » dit-il. Oui, » dit Webster, mais... « Asseyez-vous, je vous en prie. » dit Taylor. « Si c'est cette pancarte sur ma porte qui vous préoccupe, n'y pensez plus. Nous n'allons pas essayer de vous adapter. »« Je n'ai pas pu trouver de travail, » dit Webster. « J'ai cherché pendant des semaines, et personne n'a voulu de moi. Alors, en fin de compte, je suis venu ici. »« Vous n'y teniez pas ?»« Non, franchement non. Un bureau de placement, ça ne me plaît pas beaucoup. »« Le nom est peut-être pas heureux, » sourit Taylor. « Vous pensez au bureau de placement d'autrefois, les endroits où allaient les gens quand ils désespéraient de trouver du travail. C'était le gouvernement qui avait créé ces bureaux afin de trouver du travail à des gens qui autrement seraient tombés à la charge de l'État. »« Je désespère, en effet, » dit Webster, « mais j'ai encore de l'orgueil, ce qui me rend cette démarche pénible. Mais finalement, il n'y avait pas d'autre solution. Vous comprenez, je suis devenu un traître. »« Un traître, » fit Taylor. « Parce que vous avez dit la vérité, quand bien même cela vous coûtait votre situation. Les gens d'affaires, non seulement ici, mais dans le monde entier, ne sont pas prêts pour cette vérité. L'homme d'affaires se cramponne encore au mythe de la cité, au mythe de la vente. Le temps viendra où il se rendra compte qu'il n'a pas besoin de la cité, et que le dévouement et une échelle de valeur honnête lui apporteront des revenus plus substantiels que l'art de la vente. Je me suis demandé, Webster, ce qui vous a poussé à agir comme vous l'avez fait. »« J'en avais assez, » dit Webster. « J'en avais assez de les regarder s'en aller à l'aveuglette parce qu'ils s'obstinaient à ne pas ouvrir les yeux. J'en avais assez de voir maintenir vivace une vieille tradition alors qu'on aurait dû l'écarter. J'en avais assez de l'enthousiasme civique de King et de toutes ces simagrées, alors qu'il ne reste plus aucune raison de s'enthousiasmer. » Taylor hocha la tête. « Webster, croyez-vous que vous puissiez aider des êtres humains à s'adapter ?» Webster le regarda sans rien dire. « Parfaitement, » dit Taylor. « Cela fait des années que le comité mondial s'acquitte de cette tâche, tranquillement, sans histoire. Un grand nombre de ceux qui ont été adaptés ne savent même pas qu'ils l'ont été. Des modifications se sont produites du même ordre que la création du comité mondial à partir des Nations Unies, et qui ont fait qu'un grand nombre de gens se trouvaient inadaptés. Les applications pratiques de l'énergie atomique ont mis en chômage des centaines de milliers de travailleurs. Il a fallu les former et les guider dans de nouvelles voies, soit dans le domaine de l'industrie atomique, soit dans d'autres directions. L'avènement de la culture en réservoir a chassé les fermiers de leurs terres. Ce sont eux peut-être qui nous ont posé le plus grave problème, car, à part les connaissances particulières qu'exigent la culture et l'élevage, ils n'avaient aucune aptitude professionnelle. Et la plupart d'entre eux n'avaient aucun désir d'en acquérir. Ils étaient le plus souvent furieux d'avoir été dépossédés du gagne-pain qu'ils avaient hérité de leurs ancêtres. Et comme ils étaient par nature des individualistes, ils nous ont posé des problèmes psychologiques plus difficiles à résoudre que les travailleurs de n'importe quelle autre classe. Un grand nombre d'entre eux, déclara Webster, sont encore passablement désorientés. Une centaine de ces pauvres diables habitent en squatter les maisons où ils vivent au jour le jour. Ils tirent un lapin ou un écureuil par-ci, par-là, pêchent un peu, cultivent des légumes et cueillent des fruits sauvages. Parfois, ils commettent un petit larcin ou bien ils s'adonnent à la mendicité dans les rues de la ville. « Vous connaissez ces gens » demanda Taylor. « J'en connais quelques-uns, » dit Webster.
L'un d'eux m'apporte de temps en temps des écureuils ou des lapins. En échange, il me tape pour acheter des munitions. Ils n'aimeraient pas qu'on les adapte, n'est-ce pas? Oh, pas du tout, dit Webster. Vous connaissez un fermier du nom de Hall Johnson qui s'accroche à sa ferme, qui ne l'a toujours pas reconstruite. Webster acquiesça. Si vous essayez de l'adapter, Il me ficherait à la porte, dit Webster. ce sont des hommes comme Hall, comme les squatteurs, qui nous donnent actuellement le plus de soucis. Dit Taylor. Dans l'ensemble, les gens sont assez bien adaptés et bien installés dans la nouvelle routine. Il y en a bien encore qui gémissent sur le temps jadis, mais c'est simplement pour se rendre intéressant. On ne pourrait pas les faire revenir à leur mode de vie d'autrefois. Voilà des années, lorsque s'est développée l'industrie atomique, le Comité mondial a dû prendre une grave décision. Les modifications qu'impliquait le progrès, fallait-il les apporter graduellement au monde pour permettre aux gens de s'adapter eux-mêmes sans heurte, ou bien fallait-il les mettre en application le plus vite possible, le comité aidant les gens à procéder à l'adaptation nécessaire. On décida à tort ou à raison que le progrès devait passer d'abord, quels que fussent ses effets sur les gens. Dans l'ensemble, cette décision s'est révélée sage. Nous savions, naturellement, que dans bien des cas, la réadaptation nécessiterait beaucoup de doigté. Quand, par exemple, elle devait porter sur de vastes troupes de travailleurs réorientés, la tâche était facile, mais il n'en était pas de même pour la plupart des cas individuels comme celui de notre ami Hall. Il faut aider ces gens à se retrouver dans ce monde nouveau, et ils ne doivent pas savoir qu'on les aide. Cela détruirait leur confiance en eux et le sens de leur propre dignité. Or, la dignité humaine est la clé de voûte de toute civilisation. J'étais au courant, évidemment, des réadaptations qu'on avait opérées dans l'industrie elle-même, Dit Webster. mais je n'avais pas entendu parler de cas individuels. Nous ne pouvions faire aucune publicité. Dit Taylor. C'est un travail pratiquement clandestin. Mais pourquoi me dites-vous tout cela maintenant? Parce que nous aimerions vous avoir avec nous. Essayez donc d'adapter Hall pour vous faire la main. Après cela, vous pourrez voir ce qu'on peut faire avec les squatteurs. Je ne sais vraiment pas, Dit Webster. Nous attendions votre visite. Dit Taylor. Nous savions que vous finiriez par venir ici. King fait et fera échouer toutes vos chances de trouver une situation. Il a passé la consigne. Vous êtes sur la liste noire de toutes les chambres de commerce et de tous les organismes municipaux du monde entier. Je n'ai sans doute pas le choix, Dit Webster. Nous ne voulons pas que vous ayez cette impression. Dit Taylor. Réfléchissez quelque temps, puis revenez me voir. Même si vous n'acceptez pas mon offre, nous vous trouverons autre chose, en dépit de King. Devant le bureau, Webster trouva une espèce d'épouvantail qui l'attendait. C'était Levi Lewis, qui avait toujours son fusil sous le bras, mais n'arborait plus son sourire édenté. « Des types m'ont dit qu'ils vous avaient vu entrer ici, » expliqua-t-il. « Alors je vous ai attendu. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» interrogea Webster, car l'expression de Levi signifiait clairement que quelque chose n'allait pas. « C'est eux, les policiers, » dit Levi, en crachant de côté pour exprimer son mépris. « Les policiers, » dit Webster. Il sentit son cœur se serrer, car il savait de quoi il s'agissait. « Ouais, » dit Levi. « Ils veulent se ficher le feu à nos baraques. » Ainsi le conseil a fini par céder, dit Webster. « J'arrive du commissariat central, » déclara Levi. « Je leur ai dit qu'il ferait mieux d'y aller doucement. Je leur ai dit que s'ils frottaient, il y allait avoir des tripes au soleil. J'ai posté des hommes partout avec ordre de ne tirer qu'à coup sûr. »« Vous ne pouvez faire ça, Levi, » dit Webster sèchement. « Comment je ne peux pas, » rétorqua Levi. « Mais je l'ai déjà fait. Ils nous ont chassés de nos fermes, ou ils nous ont obligés à vendre parce qu'on n'arrivait plus à vivre. Et ça suffit comme ça. Ou bien on reste là, ou on crève sur place. Et ils n'arriveront à nous chasser de là que quand il ne restera plus un seul d'entre nous pour leur résister. » Il remonta son pantalon et cracha par terre encore une fois. « Et on n'est pas les seuls à penser comme ça, » dit-il. « Grand-père est là-bas avec nous. »« Grand-père ?»« Parfaitement, grand-père, le vieux qui habite avec vous. Il est comme qui dirait notre commandant en chef. Il dit qu'il se souvient de trucs de la guerre dont la police n'a jamais entendu parler. Il a envoyé des types au bâtiment de la Légion pour barboter un canon. Il dit qu'il sait où il peut trouver des obus pour aller avec dans les musées. Il dit qu'on va tout préparer et puis qu'on préviendra la police que s'ils font un geste, on leur tire dessus. » « Écoutez, Lévi, voulez-vous faire quelque chose pour moi ? Pour sûr, monsieur Webster. Voulez-vous entrer et demander monsieur Taylor ? Insistez pour le voir, dites-lui que je suis déjà au travail. »« Entendu, mais où allez-vous ? » ?»« Je vais à la mairie. »« Vous ne voulez pas que je vous accompagne, sûr ? » ?»« Non, fit Webster, je m'en tirerai mieux tout seul. Et Lévi, oui ? Dites à grand-père de ne pas bouger avec son artillerie, qu'il ne tire pas à moins d'y être obligé. Mais s'il y est obligé, alors qu'il y aille à fond. »
Le maire est en conférence, dit Raymond Brown, son secrétaire. C'est vous qui le dites, fit Webster en se dirigeant vers la porte. Vous ne pouvez pas entrer, Webster, cria Brown. Il bondit de sa chaise et se précipita sur Webster. Webster fit tournoyer son bras, heurta Brown en pleine poitrine et l'envoya s'affaler sur le bureau. Le meuble glissa, Brown battit l'air de ses bras, perdit l'équilibre et s'écroula par terre avec un bruit sourd. Webster ouvrit d'un geste sec la porte du maire. Le maire enleva précipitamment les pieds de son bureau. « J'avais dit à Brown, commença-t-il. Webster acquiesça. Et Brown m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a, Carter? On a peur que King sache que je suis venu? On a peur de se laisser corrompre par de bonnes idées? Que voulez-vous? Jappa Carter. Je crois comprendre que la police va mettre le feu aux maisons. C'est exact, déclara le maire d'un ton vertueux. Elle constitue une menace pour la communauté. Quelle communauté? Écoutez, Webster, vous savez bien qu'il n'y a plus de communauté. Il ne reste plus que vous et votre bande de sales politiciens qui vous cramponnez ici pour pouvoir dire que c'est votre résidence et être sûr d'être élu tous les ans et toucher votre traitement. On en est au point où tout ce que vous avez à faire, c'est de voter les uns pour les autres. Les gens qui travaillent dans les grands magasins ou dans les boutiques, et même ceux qui font les travaux les plus ingrats dans les usines, vivent en dehors de la cité. Les hommes d'affaires ont quitté la cité depuis belle lurette. Ils continuent à traiter leurs affaires, mais ils n'y résident plus. Mais c'est toujours une cité, dit le maire. Je ne suis pas venu pour discuter de cela avec vous, dit Webster. Je suis venu pour essayer de vous faire comprendre que vous avez tort de brûler ces maisons. Même si vous ne vous en rendez pas compte, les maisons sont les foyers de gens qui n'en ont pas d'autres. Les gens qui sont venus chercher refuge dans cette cité et qui l'ont trouvé parmi nous. Dans une certaine mesure, nous sommes responsables d'eux. Absolument pas, gronda le maire. Tout ce qui leur arrive, c'est tant pis pour eux. Nous ne leur avons pas demandé de venir. Nous n'en voulons pas ici. Ils ne contribuent en rien au bien de la communauté. Vous allez me dire qu'ils sont des inadaptés. Eh bien, qu'est-ce que j'y peux? Et vous allez me dire qu'ils ne peuvent pas trouver de travail. Et je vous répondrai qu'ils en trouveraient s'ils en cherchaient. Ce n'est pas le travail qui manque, il y en a toujours. On leur a bourré le crâne avec ces histoires de monde nouveau, et ils s'imaginent que c'est à quelqu'un d'autre de trouver la place et le travail qui leur conviennent. Vous m'avez l'air d'un individualiste résolu, dit Webster. Vous dites ça comme si vous trouviez ça drôle, aboya le maire. Je trouve ça drôle, en effet, dit Webster. Drôle et tragique que l'on puisse encore nourrir vos idées aujourd'hui. Le monde ne serait pas dans un pétrin pareil s'il y avait un peu plus d'individualisme résolu, lança le maire. Regardez les hommes qui ont un peu roulé leur bosse. Vous, par exemple? Demanda Webster. Moi, si vous voulez, convint Carter. J'ai trimé dur. J'ai saisi l'occasion par les cheveux. J'ai eu du flair, Vous voulez dire, corrigea Webster, que vous avez léché les bottes qu'il fallait et que vous avez marché sur les pieds qu'il fallait. Vous êtes le brillant exemple de cette sorte de gens dont le monde aujourd'hui ne veut plus. Vous sentez à la lettre le renfermer tant vos idées sont vieilles. Vous êtes le dernier des politiciens, Carter, tout comme j'étais le dernier des secrétaires de la Chambre de commerce. Seulement, vous ne le savez pas encore. Moi, si. Je suis parti. Malgré tout ce qu'il m'en coûtait, je suis parti, parce qu'il me fallait sauvegarder ma dignité. Votre politique est morte. Elle est morte parce que le premier matamor, qui savait crier plus fort que les autres, pouvait parvenir au pouvoir en s'appuyant sur la psychologie des masses. Mais vous ne pouvez plus tabler sur la psychologie des masses quand les gens se fichent pas mal de ce qui arrive à quelque chose qui est déjà mort, à un système politique qui s'est effondré sous son propre poids. « Sortez d'ici !» vociféra Carter. « Sortez avant que je ne sois obligé de vous faire expulser par la police !» Vous oubliez, dit Webster, que je suis venu ici pour vous parler des maisons. Ça ne vous avancera à rien, dit Carter. Vous pouvez rester là à m'en parler jusqu'à la Saint-Glinglin, ça ne changera rien. Ces maisons brûleront, un point c'est tout. Cela vous amuserait de voir le centre devenir un amas de ruines? Interrogea Webster. Votre comparaison est grotesque, dit Carter. Je parle très sérieusement, dit Webster. Vous parlez Le maire le dévisagea avec affolement. Que voulez-vous dire? Simplement ceci, dit Webster. À l'instant même où la première torche s'approchera des maisons, le premier obus arrivera sur la mairie, et le second sera pour la banque, et ainsi de suite, en commençant par les principaux objectifs. Carter eut un sursaut, puis son visage s'empourpra. « Allons donc, Webster, lança-t-il. Vous ne me ferez pas marcher comme ça, c'est une histoire à dormir debout. » Ce n'est absolument pas une histoire à dormir debout, déclara Webster. Ces hommes ont de l'artillerie de leur côté, des pièces prises devant les bâtiments de la Légion, dans les musées, et ils ont avec eux des hommes qui savent s'en servir. Ils n'auraient même pas besoin de techniciens d'ailleurs. Ils n'ont qu'à tirer à bout portant. Ça n'est pas plus difficile que de viser un mur à 20 mètres. Carter tendit la main vers la radio, mais Webster l'arrêta d'un geste. Vous feriez mieux de réfléchir une minute, Carter, avant de donner vos instructions. Vous êtes dans une situation difficile. Exécutez votre plan et vous voilà avec une bataille sur les bras. Les maisons brûleront peut-être, mais le centre sera fichu. Les hommes d'affaires ne vous le pardonneront jamais. La main de Carter abandonna la radio. On entendit dans le lointain la détonation sèche d'un fusil.
Vous feriez mieux de les rappeler, dit Webster. Carter était perplexe. Un autre coup de feu, un autre encore, puis un autre. Bientôt, Dit Webster, il sera trop tard. Maintenant, vous pouvez encore intervenir. une explosion sourde fit trembler les vitres de la pièce. Carter bondit de son fauteuil. Webster sentit une sueur froide lui perler au front, mais il fit effort pour garder un visage impassible et une voix calme. Carter regardait par la fenêtre. On aurait dit qu'il était pétrifié. « Je crains, dit Webster. Qu'il ne soit déjà trop tard. » Sur le bureau, le poste de radio crépita avec insistance, et la lampe rouge s'alluma. Carter tendit une main tremblante et ouvrit le contact. « Carter !» disait une voix. « Carter ! Carter !» Webster reconnut la voix de Dog de Jim Maxwell, le chef de la police. « Qu'y a-t-il » demanda Carter. « Ils avaient un gros canon. Dit Maxwell. Il a sauté quand ils ont essayé de tirer. Les munitions ne devaient plus être bonnes. »« Un canon » demanda Carter. « Un seul canon ?»« Je n'en vois pas d'autres. »« J'ai entendu des coups de fusil » dit Carter. Oui, ils nous ont bien un peu tiré dessus. Nous avons 2 blessés, mais ils ont abandonné leur poste maintenant. Ils se sont enfoncés dans les broussailles, ils ne tirent plus. »« Bon, fit Carter. Alors allez-y, allumez les feux. Webster s'avança. Demandez-lui. Demandez-lui. Mais Carter coupa le contact et la radio se tut. Qu'est-ce que vous vouliez lui demander ? Rien, dit Webster. Rien d'important. Il ne pouvait pas dire à Carter que c'était grand-père qui s'y connaissait en artillerie. Il ne pouvait pas lui dire que quand le canon avait sauté, le vieux devait être là. Il fallait qu'il y aille en tout cas. Il fallait qu'il y aille là-bas le plus vite possible. Joli bluff, Webster, disait Carter. Seulement, voilà, ça a raté. Le maire se tourna vers la fenêtre d'où l'on apercevait les maisons. Plus de coups de feu, dit-il. Ils ont vite renoncé. Vous pouvez vous estimer heureux, Fit Webster. si une demi-douzaine de vos policiers vous reviennent indemnes. Ces hommes sont disséminés dans les taillis avec leurs fusils et ils sont capables de tirer dans l'œil d'un écureuil à 100 mètres. Des pas résonnèrent dans le couloir, le bruit de 2 paires de pieds courant vers la porte. Le maire se retourna d'un coup et Webster pivota sur ses talons. « Grand-père » s'exclama-t-il. « Ah, salut, Johnny !» fit grand-père, haletant, puis il s'arrêta net. Derrière grand-père se tenait un jeune homme qui brandissait quelque chose, une liasse de papier dont les feuilles bruissaient. « Que voulez-vous » lança le maire. « Des tas de choses !» dit grand-père. Il se tut un moment pour reprendre haleine, puis dit d'une voix tout essoufflée. « Je vous présente mon ami Henry Adams. »« Adams » demanda le maire. « Parfaitement, dit le vieux. Son grand-père habitait ici, dans la 27e rue. »« Oh, fit le maire, et on aurait dit qu'il venait de recevoir une brique sur la tête. Oh, vous voulez dire F.J. Adams ? Tout juste, dit grand-père. Lui et moi, on a fait la guerre ensemble. Il m'empêchait de dormir des nuits entières à me parler de son fils. » Carter se tourna vers Henry Adams. « En tant que maire de la cité, dit-il, en essayant de retrouver quelque dignité, je vous souhaite la bienvenue. Vous me la souhaitez d'une étrange façon, dit Adams. Je crois comprendre que vous êtes en train de brûler mes biens. Vos biens ? Le maire s'étrangla et fixa un regard incrédule sur les liasses de papier que Adams lui brandissait sous le nez. « Eh oui, c'est bien !» s'écria grand-père. « Il vient de tout acheter. Nous sortons du bureau du trésorier payeur. Il a payé tous les impôts en retard, toutes les amendes et toutes les chinoiseries que vous autres chafourés avez inventées pour les maisons. » Mais, le maire cherchait ses mots, cherchait son souffle. Il n'a pas tout acheté, seulement la maison du vieil Adams. Mais si, il a tout acheté, jusqu'à la dernière bicoque, dit grand-père triomphant. Et maintenant, dit Adams au maire, si vous voulez avoir l'amabilité de dire à vos hommes de cesser de détruire ce qui m'appartient. Carter se pencha sur le bureau, tripota gauchement la radio. Maxwell cria-t-il. Maxwell Maxwell !»« Que voulez-vous » cria Maxwell. « Arrêtez de mettre le feu !» vociféra Carter. « Arrêtez tout de suite ! Appelez les pompiers, faites n'importe quoi, mais éteignez-moi tous ces incendies !»« Bon sang, dit Maxwell. Faudrait quand même vous décider. »« Faites ce que je vous dis !» hurla le maire. « Éteignez-moi ces feux !» Très bien, fit Maxwell. très bien. Ne vous emballez pas. Mais ce sont mes gars qui vont faire une drôle de tête. Ils vont trouver un peu amer de se faire canarder pour que vous changiez d'avis 5 minutes après. » Carter se leva. « Laissez-moi vous assurer, monsieur Adams, dit-il, que tout ceci n'est qu'une regrettable erreur. »« En effet, dit Adams solennel, une erreur infiniment regrettable, monsieur le maire, la plus regrettable que vous ayez jamais faite. » Un moment, les 2 hommes se dévisagèrent d'un bout à l'autre de la pièce. « Demain, dit Adams, je déposerai devant le tribunal une demande de dissolution de la charte de la cité. En tant que principal propriétaire des terrains sis dans les limites de la municipalité, tant du point de vue superficie que du point de vue valeur, je crois en avoir parfaitement le droit. » Le maire avala péniblement sa salive, puis réussit à articuler. « Sous quel prétexte ?»« Sous le prétexte, dit Adams, qu'il n'y a plus besoin de municipalité. Je ne pense pas avoir beaucoup de mal à le prouver. »
Cela signifie... Parfaitement, dit grand-père. Vous avez bien compris. Cela signifie que vous êtes sur le sable. Un parc, dit grand-père en désignant d'un grand geste le désert qui avait été jadis le quartier résidentiel. Un parc qui rappellera aux gens comment vivaient leurs ancêtres. Ils étaient tous les trois au sommet de Tower Hill. Au-dessus d'eux se dressait la silhouette du château d'eau, dont les pieds massifs s'enfonçaient dans une mer de hautes herbes. Pas exactement un parc, expliqua Henry Adams. Un mémorial plutôt, un monument commémoratif d'une époque de vie communautaire qu'on aura oubliée dans 100 ans d'ici. On en conservera certains types de constructions qui avaient été conçus pour répondre à certaines conditions de vie et au goût de chaque propriétaire. En ce temps-là, on n'était pas l'esclave de conceptions architecturales, on faisait effort pour réussir à mieux vivre. Dans 100 ans d'ici, les hommes visiteront ces maisons avec le même sentiment de respect et de vénération qu'ils éprouvent aujourd'hui dans les musées. Ce sera pour eux comme une vestige d'une époque primitive, une étape sur la route d'une vie meilleure, plus remplie. Des artistes passeront leur vie à transposer sur leur toile l'image de ces vieilles demeures. Les auteurs de romans historiques viendront chercher ici un souffle d'authenticité. Mais vous disiez que vous aviez l'intention de restaurer toutes les maisons et de rendre aux pelouses et aux jardins exactement l'apparence qu'elles avaient autrefois, dit Webster. Cela va coûter une fortune, sans compter les frais d'entretien. J'ai trop d'argent, dit Adams. Beaucoup trop d'argent. N'oubliez pas que mon grand-père et mon père ont été parmi les premiers à se lancer dans l'industrie atomique. C'était le meilleur joueur de crabe que j'ai connu, votre grand-père, dit le vieux. À chaque fin de mois, au moment de la paix, il me lessivait. Autrefois, dit Adams, quand un homme avait trop d'argent, il avait un tas de moyens de le dépenser. Il y avait les œuvres de charité, par exemple, ou la recherche médicale, ou d'autres choses encore. Mais il n'existe plus d'œuvres de charité aujourd'hui. Elles n'auraient pas assez de travail. Et depuis que le comité mondial est rodé, l'argent ne manque pas pour la recherche médicale ou scientifique, ou pour toute recherche qui prendrait à quelqu'un l'envie d'entreprendre. Je ne pensais pas à tout cela quand je suis revenu voir la vieille maison de mon grand-père. Je voulais simplement la voir. Il m'en avait tant parlé, comment il avait planté l'arbre sur la grande pelouse et la roseraie qu'il avait installée. Et puis, je l'ai vue, et elle m'a fait l'effet d'un fantôme. C'était quelque chose qu'on avait laissé à l'abandon, quelque chose qui avait représenté beaucoup pour quelqu'un et qu'on avait abandonné. Ce jour où je me suis trouvé avec grand-père en face de la maison, l'idée m'est venue que je ne pourrais rien faire de mieux que de préserver pour la postérité un échantillon de la vie que menaient nos ancêtres. Un mince filet de fumée bleue s'éleva au loin au-dessus des arbres. « Et eux » fit Webster. « Les squatteurs peuvent rester s'ils veulent, » dit Adams. « Le travail ne manquera pas pour eux, et il y aura toujours une maison ou deux qu'ils pourront occuper. Il n'y a qu'une chose qui me tracasse. Je ne pourrai pas être là tout le temps. Il me faudra quelqu'un pour gérer cela. Ce sera une situation à vie. » Il regarda Webster. « Qu'est-ce que tu en penses, Johnny ?» dit grand-père. Webster secoua la tête. « Betty tient à aller s'installer à cet endroit que nous avons vu à la campagne. »« Vous ne seriez pas obligé de rester ici, dit Adams. Vous pourriez venir en avion tous les jours. » Quelqu'un les héla du pied de la colline. « Ah, voilà Hall !» dit grand-père. Il brandit sa canne. « Salut, Hall ! Montez donc !» Ils regardèrent Hall grimper la colline et attendirent en silence qu'il les eût rejoints. « Je voulais vous parler de Johnny, » dit Hall. « J'ai eu une idée. Ça m'en a réveillé au beau milieu de la nuit. » « Allez-y, dit Webster. Hall jeta un coup d'œil à Adams. « Vous pouvez parler devant lui, dit Webster. C'est Henry Adams. Vous vous souvenez peut-être de son grand-père, le vieux F.J. Adams ?»« Je m'en souviens, » dit Hall. « Il ne jurait que par l'énergie atomique. Comment est-ce qu'il s'en est tiré ?»« Pas trop mal, dit Adams. »« Ah, ça me fait plaisir, » dit Hall. « Je devais avoir tort. Je lui avais dit qu'il n'arriverait à rien, que tout ça c'était des billevesées. »« Et cette idée qui vous est venue, demanda Webster. »« Vous avez entendu parler des ranchs pour touristes ?» demanda Hall. Webster acquiesça. « Les gens, » dit Hall, allaient là pour jouer aux cow-boys. Ça leur plaisait parce qu'ils ne connaissaient pas tout le boulot que c'est de tenir un vrai ranch, et qu'ils trouvaient ça romanesque de faire du cheval et... Voyons, fit Webster, vous n'allez tout de même pas transformer votre ferme en ranch pour touristes, non ? Oh que non, dit Hall, pas en ranch, mais en ferme pour touristes peut-être. Les gens ne savent plus guère ce qu'est une ferme, puisqu'il n'y en a presque plus, et ils lisent des descriptions, des perles de rosée sur les citrouilles et... Webster considéra Hall. « Ah, ils marcheront sûrement, Hall, déclara-t-il. Ils s'écraseront pour passer leurs vacances dans une bonne vieille ferme comme autrefois. » D'un buisson au pied de la colline jaillit un objet brillant qui passa en trombe dans un gargouillement d'engrenages et de lames brandies au soleil, agitant un bras de grue. « Qu'est-ce que c'est » demanda Adams. « C'est cette satanée tondeuse, » lapit grand-père.
J'ai toujours pensé qu'il viendrait un jour où un rouage se détraquerait et où elle se mettrait à battre la campagne. C'était La Cité. Premier conte de Demain les chiens de Clifford D. Simak. Traduit de l'américain par Jean Rosenthal. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.